Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Ah là, vous voyez, d'emblée, ce qui me revient, c'est en fait quand j'y suis, j'allais dire retourner. Vous voyez déjà le problème sémantique qu'il y a là-dedans. Parce qu'en fait, j'y suis retourné, puisque j'ai été fabriqué là-bas. Il y a un spot là qui me revient, c'est lorsque on est rentré dans ce qui était l'appartement de mon père, qui était bien sûr occupé par un commissaire à la retraite maintenant. Et d'emblée, je le revois encore, il écarte mon père, il se tourne vers moi et il me dit « Tu es tout le portrait de ton grand-père ». Lequel grand-père je n'ai pas connu, puisqu'il a été assassiné par le FLN, donc je ne l'ai pas connu. Mais manifestement, ce commissaire, qui était obligé, membre du FLN, s'il était commissaire, lui, il connaissait manifestement mon grand-père. Et effectivement, de toute façon, dans la famille, on a toujours dit que j'avais sa carrure. Oui, bah, c'est comme ça. Et à ce moment-là, il y a tout qui se bouscule dans la tête. Je me dis, voilà un endroit où j'ai jamais mis les pieds et où quelqu'un me reconnaît. Je suis un peu chez moi. Et quelque part, je suis. C'est le. Alors l'autre spot que je peux vous dire aussi un peu plus, on va dire, macabre, c'est quand on a visité le cimetière de Bonn, pas celui qui donne envie de mourir, hein, puisque le cimetière, celui-là, c'était le cimetière musulman qui donnait envie, le cimetière donc chrétien. Et là, alors je regarde, c'est une chapelle où sont tous nos ancêtres. Et alors, quand je compte, je m'aperçois que ma place et celle de mon épouse étaient aussi prévues. Vous voyez, là aussi, ça vous renvoie ça comme... J'ai pensé à Camus, vous savez, la scène dans Le Premier Homme, lorsque Camus est devant la tombe de son père, qui lui aussi il n'a pas connu, et qui dit, tiens, je suis plus vieux que mon père, en voyant la tombe, l'âge où... Et j'ai pensé à ça, je regardais, donc il y avait l'arrière-grand-père, les grands-parents, la place pour les parents, et en dessous, il y avait ma place et celle de mon épouse. Ça a fait bizarre. Depuis quand votre famille était installée en Algérie ? On est un cas un petit peu particulier, puisque si nous avions pu rester en Algérie, moi j'aurais été la 7e génération. Ce qui est rare. La plupart sont à la 4e ou la 5e génération. On aurait été la 7e génération, puisqu'on trouve les traces de ma famille à Bonn dès 1836. Un ancêtre collatéral qui va ensuite faire venir tout le reste de la famille et qui deviendra, pour la petite histoire, le 2e maire de la ville de Bonn en 1838. Donc vous voyez, notre présence, j'aurais été la 6e ou 7e génération, ce qui montre quand même aussi un enracinement, vous voyez un peu, 7 générations, et puis du jour au lendemain, tout s'arrête. D'où venait votre famille ? Alors, là aussi, je suis une synthèse, puisque j'ai des ancêtres, bien sûr, qui venaient de Malte, d'autres d'Italie, et d'autres de France, essentiellement en France, de Provence, du Dauphiné et de Franche-Comté. Vous voyez un peu, je suis un peu la synthèse un peu de tout. J'ai pas d'espagnol, c'est rare. Hein. Quelle était la profession de vos parents ? Le premier qui s'installe, donc vers 1836 par là, était boulanger. Et ensuite, il a fondé lui-même une entreprise de transport. Alors, transport à l'époque, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Les transports à l'époque, c'est lui-même qui tirait les charrettes. Vous voyez, il se mettait une sangle devant et puis tirait les charrettes. Petit à petit, cette entreprise a pris de l'importance, elle s'est transmise de génération en génération. Et donc mon père était transporteur. Et du côté de ma mère, là aussi, vous avez un très gros colon, puisque mon grand-père maternel était d'abord maréchal ferrant, et ensuite, quand il n'y a plus de chevaux, il est devenu forgeron et artisan ferronnier. Que pensez-vous justement du fait qu'aujourd'hui, beaucoup assimilent les pieds noirs à des colons ? C'est que c'est tout simplement issu de la désinformation gaulliste. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que ce cher Charles de Gaulle, pour justifier sa politique d'abandon, il fallait bien coller quelques sobriquets et faire porter la responsabilité sur une population. Donc c'était très facile de faire passer les pieds noirs pour des gros colons. Il y en avait quelques-uns, pas le contraire.
Vous savez, dans la Beauce ou dans certaines plaines françaises, vous avez aussi des gros propriétaires terriens, ça ne pose problème à personne. Donc il y en avait bien sûr, mais c'était une immense minorité. Je crois que les chiffres sont infinitésimaux. Sur à peu près une population de 2 200 000 pieds noirs en 62, il y avait à tout casser 50 000 colons, et pas tous des gros propriétaires. Donc ça vient de là, la responsabilité, les politiques du pouvoir gaulliste de l'époque. Est-ce que votre famille vous a parlé de la mixité en Algérie? Ma grand-mère, paix à son âme, disait souvent qu'elle avait une voisine juive et que vous savez qu'à certains moments ils ne peuvent pas toucher le four. Eh bien c'est ma grand-mère qui descendait, lui allumer le four, il lui mettre le plat au four, voilà un peu des exemples. En haut il y avait un musulman et quand il y avait des fêtes musulmanes, il lui descendait les gâteaux des fêtes musulmanes, et quand il y avait les fêtes chrétiennes, on faisait partager tout le quartier de tout ça. Les photos d'école et les copains d'école que mon père a retrouvé sur place, on voyait bien que sur les photos d'école, il y avait une mixité. Alors bien sûr, ça n'allait pas jusqu'à l'aspect politique, c'est peut-être un autre aspect du problème là-dessus, mais au niveau, on va dire, sociologique, j'ai toujours entendu qu'il y avait des relations amicales, et qu'avoir l'accueil que nous avons eu quand je suis allé en 2006 en Algérie, pour s'en rendre compte. Soit les Algériens sont masos, soit ils nous aiment quand même un petit peu. Alors, aux auditeurs de chercher la réponse. Comment s'est passé le départ de votre famille d'Algérie? Donc vous étiez dans le ventre de votre maman? J'étais dans le ventre de ma mère. Ce qui peut avoir une importance, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Parce que curieusement, moi j'ai l'impression de les avoir vécus, ces événements. C'est assez curieux, mais moi j'ai l'impression de les avoir vécus. Alors, sans doute que l'embryon devait ressentir certains effets. Et je me rapporte là-dessus à la chanson de Liane Folly, qui est dans le même cas que moi. Elle a été conçue là-bas, mais elle est née à Lyon. On est où on peut. Moi, je suis né à Cassis, c'est comme ça. Hein. Et elle a fait une très belle chanson, Déracinée. Et quand j'ai entendu cette chanson, j'ai compris. Où elle explique comment, avec sa poésie que moi je n'ai pas, comment l'embryon qu'elle était ressentait les choses. Donc, comment ça s'est passé? D'abord, les attentats étaient terribles. Cette année 62, ça commençait à exploser un peu de partout. Et ma mère échappe de peu à un attentat. Elle échappe de peu, de très peu. Et mon père, tout bonnement, lui dit, écoute, pars quelque temps en France et après tu reviens. Regardez, il n'était pas question de partir. Pars quelque temps en France, puis après tu reviendras quand ça se sera calmé. Mon père ne comptait pas du tout partir. Il dit souvent, moi j'ai fait de mal à personne. Bon, les choses ont évolué. Je sentais bien que les choses allaient changer, mais il ne comptait pas partir. Et c'est comme ça que ma mère se retrouve avec toutes les femmes de la famille à Cassis. Bon, pourquoi Cassis? Pas tout vous raconter, c'est parce qu'un an avant, le hasard, les parents avaient fait leur voyage de noces à Cassis. Donc ils étaient retournés à Cassis. Ma mère se retrouve à Cassis avec toutes les femmes de la famille. Il n'y a que les hommes qui restent un moment à Bonn. Je peux vous dire, le jour du départ, on s'en souvient très bien, parce que mon père lui a souvent reproché, elle est partie le jour de son anniversaire, le 22 juin 62. Donc on peut dire que je suis arrivé à Cassis le 22 juin 1962. Et mon père reste. Il vit l'indépendance, mais il ne comptait toujours pas à partir. Mais un jour, il y a un commando de la LN qui rentre dans son bureau, mitraillette à la main et tout, et qui lui met une mitraillette sur le ventre, en disant « Mais quoi, tu es encore là, toi ?» L'ambiance était... Et en fait, ce qu'il voulait, c'est prendre les camions de mon père, parce qu'il fallait ramener les armées qui étaient aux frontières tunisiennes pour les ramener sur l'État algérien. Donc il fallait les camions. Donc il venait réquisitionner les camions. Et quels camions? Ils étaient tout en course, hein, parce que l'entreprise continuait à fonctionner. J'ai lu ça récemment dans ses mémoires, parce qu'il a écrit tout ça. Donc, donc les camions, ils n'étaient pas au dépôt. Alors le ton a monté. Et pour tout vous dire, il a dit, les camions, ils sont là-bas. Donc ils sont allés chercher, et puis lui, il a pris la poudre d'escampette, il n'y a pas d'autre mot. Il a pris un avion parce qu'il n'y avait pas de bateau qui partait, il est allé à l'aéroport, il a pris l'avion, il a tiré à Marignane, il est arrivé à Cassis, ma mère est partie, lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je devais te rejoindre, il lui dit « Non, c'est pas toi qui reviens, c'est moi qui arrive, c'est fini, maintenant reste là. » Voilà comment ça s'est passé. Très brutal.
Racontez-moi comment s'est passée l'intégration de votre famille en métropole. Le premier souci de mon père en arrivant, c'est trouver du travail, travailler tout de suite. Tout de suite, ça a été le souci principal, c'est-à-dire s'intégrer économiquement. Un village était en train de se monter à Carnoux à côté, c'était pas encore une ville. Après être né à Cassis, donc on va s'installer pendant un temps, nous allons en faire partie des premiers habitants de Carnoux. Mon père tente de refaire une entreprise de transport à cet endroit-là. Bon, ça ne fonctionne pas. Mon grand-père, je vous l'ai dit, qui était donc artisan ferronnier, monte un petit atelier de ferronnerie aussi à Carnoux, et nous participons à la création. On est parmi les premiers habitants de Carnoux. Je ne vais pas vous raconter tous les détails là, parce que ce n'est pas la ville que vous voyez aujourd'hui. Il n'y avait rien de construit, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, absolument rien. Et il faut savoir pour l'histoire, et là j'ai des photos, c'est que l'hiver 62-63 a été un hiver aussi terrible que l'hiver 56. Et on a des photos, la Provence était couverte de neige. Alors vous voyez un peu les pieds noirs, beaucoup n'avaient jamais vu la neige. La neige, je crois, elle est tombée qu'une fois en 1900, je ne sais plus combien. Il y avait des endroits où il y avait la neige, mais là, il n'y en avait pas. Et on se retrouve là, sans chauffage, sans rien du tout. Et me dit-on qu'au moment des réveillons de Noël, mon arrière-grand-mère, qui était encore vivante, pour votre information, être transplantée, elle était née en 1890, vous voyez l'âge qu'elle avait en 1962, vous voyez un peu ce qui peut se passer dans la tête. Moi je l'ai connue, elle est décédée en 1976. Et paraît-il qu'elle racontait, parce qu'on leur avait vendu la Provence, c'est comme l'Algérie, c'est là qu'il faut aller, paraît-il qu'elle disait, c'est ça la France, et tout ça dans la neige, on avait les pieds dans la neige, il y avait je ne sais pas combien de centimètres de neige à Cassis comme à Carnoux. Donc voilà comment s'est passé. Mais avec l'idée de quand même s'intégrer et tout de suite faire des affaires et monter des affaires. Alors, ça a été facile? Alors, on est dans les années 60. Je ne dis pas que c'est facile, mais on n'est pas dans le contexte économique actuel. Effectivement, il y avait du travail pour celui qui était audacieux et qui se retroussait les manches. Parce que, effectivement, mon père et mon grand-père vont profiter d'un certain nombre d'opportunités, mais qui s'offraient aussi à tout le monde. Rien n'empêchait les autres de les saisir. Ils vont les saisir. La construction de Carnoux en est une, puisque d'emblée, mon père et mon grand-père se tournent dans le bâtiment et les travaux publics. Et donc là, vous voyez tout de suite, c'est le plein boom, effectivement, dans la construction de Carnoux, mais aussi de Cassis, parce que le Cassis que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le Cassis qu'il y avait en 62. Cassis, ça s'est arrêté sur le port, et était aussi, il commençait à y avoir tout ce développement urbain, et donc effectivement, mon père se lance dans le bâtiment et les travaux publics, et oui, je ne peux pas vous dire le contraire, oui, ça va marcher plutôt bien. Est-ce qu'ils se sont sentis à un moment donné exclus parce qu'ils étaient d'Algérie? À Cassis, les choses ne sont pas si mal passées que ça. Bien sûr qu'il y avait toujours, de temps en temps, oui, vous êtes revenu, oui, parce qu'effectivement, il va y avoir une réussite qui va prendre plusieurs années, mais une réussite qui va être tout de suite visible, parce que on ne va pas rester très longtemps dans les petits appartements. Et là, oui, vous avez ramené d'Algérie des choses. Alors, il y avait toujours ce rôle-là, oui, mais vous avez eu les aides de l'État. Rien eu du tout. J'ai à la maison les documents signés de la préfecture, on dit à mon père, vous n'avez pas droit, patati, rien. Donc effectivement, de temps en temps, il y a ce petit rôle-là, mais très vite, mais je crois que c'est parce que l'intégration, vous savez, ça se fait à deux, il faut que les deux le veuillent. On peut renvoyer à des débats actuels, peut-être, autre chose, mais on pourrait en parler. Je crois que les Pieds Noirs sont l'exemple même que l'intégration est possible, même dans un contexte difficile. Il suffit de faire un peu le premier pas. Je crois que les Pieds Noirs ont fait le premier, voire même aussi le deuxième pas. Et d'emblée, il va y avoir à Cassis une intégration sociale, puisque mon père, dès 1971, donc à peine 9 ans après, va être élu maire adjoint de la ville de Cassis. Et à l'époque, ce n'était pas du scrutin à la proportionnelle. Aujourd'hui, vous mettez n'importe quel clampel sur une liste et puis il est élu. Non. À l'époque, c'était voix par voix. C'était ceux qui avaient le plus de voix uninominalement qui étaient élus. Donc il y a quand même eu là, et ça peut pas être que les Pieds Noirs qui ont voté pour lui. À Cassis, il y avait à l'époque 12% du corps électoral. C'est pas... Donc il y a une volonté acharnée, je crois que c'est ça l'idée, c'est cette volonté acharnée de se
réintégrer, de refaire ses racines, d'abord économiquement et socialement. Comment vous définiriez la personnalité d'un Pied-Noir, d'un Français né en Algérie? Je dirais que c'est un Méditerranéen exacerbé. C'est-à-dire qu'il va avoir tous les défauts et toutes les qualités des Méditerranéens multipliés par 10, puisque ce sont des mélanges de Méditerranéens. C'est-à-dire que ça peut s'enflammer très vite, mais ça se recalme très vite, à l'image de la Méditerranée. Ça, il y a peut-être un parallèle à faire avec la mer. Donc on va s'enflammer très vite, mais on va se recalmer très vite, on va se disputer pour qu'on retombe dans les bras. Il y a une très forte... C'est chaleureux, un pied noir. Un pied noir, c'est chaleureux. Un pied noir, c'est ouvert. Et un pied noir, c'est plus que d'autres que les choses ne sont pas toujours stables. Et ça aussi, ça peut être inculqué au niveau culturel dans ce qui se passe aujourd'hui. On sait très bien que face à l'adversité, il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit. C'est un esprit pionnier. C'est un esprit pionnier et à la fois méditerranéen et chaleureux. Voyez-vous ? L'exemple de Carnot, c'est l'exemple même. Je crois que c'est le seul exemple en France, même en Europe, où une communauté arrivant en France crée ex nihilo une ville. Ex nihilo. Hein. On peut trouver dans des villes des quartiers arméniens, des quartiers arabes, des quartiers italiens, ça a existé. Marseille en est café d'ailleurs. Là, c'est une création ex nihilo. C'est l'esprit pionnier pur. Je dis des fois humblement que les Pieds Noirs ont fait à Carnouch que tout simplement ce que leurs aïeux ont fait en Algérie. Parce qu'aujourd'hui encore, les 2/3 des villes algériennes sont des créations françaises. Donc c'est ça. C'est à la fois l'esprit pionnier, la valeur travail, mais à la fois en même temps la valeur famille. Je ne dirai pas le reste, parce qu'après, mais oui, pourquoi ces valeurs seraient galvaudées. Il y a aussi un aspect patriotique aussi qui est là. D'autant plus étonnant que la moitié de ces Pieds Noirs n'ont pas une goutte de sang gaulois, on va dire. C'est assez intéressant. Et il y a quand même un nationalisme au bon sens du terme, un amour de la France, mais qui va vite être battu en brèche dès 62. Quel héritage culturel vous en avez gardé? Nous savons que rien n'est jamais définitif et que nous savons que rien ne tombe tout cuit. Donc il y a un héritage déjà sur l'aspect économique et sur l'aspect social. Alors, il faut se donner la peine. Et normalement, je dis bien normalement, quand on se donne la peine, on a des choses à retourner. Normalement. Et à la fois, ben oui, j'ai un grand sentiment familial, effectivement. Moi, j'adore quand mes enfants sont avec moi. Et puis maintenant, ma petite fille, en plus. Le temps a passé, je suis grand-père. Il y a toujours ce côté que quand la famille est à la maison, là, c'est la fête. Racontez-moi, quelle est votre Madeleine de Proust? C'est une tourte qui est faite à base, actuellement, parce qu'elle a évolué avec le temps, donc une tourte, faite à base de brousse et de petits pois. Ça veut dire, pourquoi ça c'est authentiquement et pourquoi ça se faisait qu'à Bonn, il y a une raison très particulière. C'est que tout d'abord, les Maltais qui étaient en nombre à Bonn amènent une spécialité qu'on trouve encore aujourd'hui à Malte, qui est une sorte de tourte, mais à la ricotte, pas à la brousse, à la ricotte, avec du persil. Donc ils ont sûrement amené dans leur bagage cette spécialité. Les Corses amènent le bruccio, qui va remplacer la ricotte. Et les Français amènent la culture du petit pois. C'est pour ça que je dis que vous avez là une spécialité qui est née de 3 apports différents qui se sont retrouvés très bonnes. C'est en plus succulent. Quelle est la particularité de l'humour des Français d'Algérie? Je crois qu'il y a beaucoup d'autodérision, énormément d'autodérision. On rit pour rien, des fois. Des choses qui aujourd'hui peuvent paraître surannées, des blagues potaches. Il y a aussi des blagues qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de racistes et qui ne le sont pas, pourtant. Je crois qu'il vaut mieux des fois le mettre dans l'humour qu'ailleurs, parce qu'à force de le taire dans l'humour, il ressort des fois d'autres façons. Donc bien sûr qu'il y a des blagues sur les Juifs, des blagues sur les Arabes, des blagues sur les Maltais. Les Maltais morfaient beaucoup à Bonn. Alors, parce que les Maltais avaient la réputation d'être avares. Et c'est pour ça qu'ils auraient toujours bien réussi. Et en fait, toutes les blagues des fois qui existent sur les Juifs, à Bonn, c'était les mêmes, mais c'était un Maltais qui était au milieu. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des blagues, je crois que les jeunes diraient, c'est ça qui vous fait rire, allez voir, il n'en faut pas beaucoup. Ben oui, il n'en fait pas beaucoup. Mais c'est peut-être lié aussi au malheur subi.
C'est-à-dire que chaque petit moment où on peut rire, même de pas grand-chose, effectivement, ça riait beaucoup. Parfois, l'accent, certains le poussaient à l'extrême pour encore plus faire rire et qu'on puisse affirmer aussi une identité. C'est comme le mot pied noir aussi, qui au départ est une insulte. Nous l'avons récupéré pour en faire un terme générique et d'honneur. Vous voyez, c'est aussi ça. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait sourire? Rien me fait vraiment sourire. J'ai l'impression d'un gros gâchis plutôt. Un gros gâchis. Alors là, ça ne fait pas sourire. J'ai l'impression d'un gros gâchis. Humain, politique, géopolitique, tout un gros gâchis. Mais là, vraiment un immense gâchis. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je n'irai pas non plus jusqu'à pleurer, je vous dis, c'est le sentiment d'un gâchis. On est passé, je crois, à côté de quelque chose qui aurait pu être grand. Je pense. Et je continue à penser sincèrement qu'une autre solution était possible en 1962, avec bien sûr des évolutions, c'est évident, mais on est passé à côté de quelque chose d'immense. D'autant plus que maintenant, c'est ce qu'on veut nous faire ici en métropole. C'est-à-dire ceux-là même qui disaient qu'il ne faut pas le faire là-bas, maintenant nous disent non, si, il faut le construire ici. Mais c'est plus difficile parce que le temps a passé, l'histoire a passé, le contexte n'est pas toujours le même. Hein. C'est là-bas qu'on a loupé un coche. Comment vous expliquez que ce soit si mal terminé? Alors, au niveau sociologique, au niveau des populations, il n'y avait aucun souci. Le problème était politique. Et les Pieds Noirs l'ont compris trop tard aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte politique qui aurait dû inciter à réfléchir, mais côté Pieds Noirs, d'abord c'est un peuple jeune qui n'avait pas une très grande conscience politique jusque dans les années 60. Il faut bien en avoir conscience de ça. Hein. Ils s'en remettaient toujours à la métropole. La plupart des députés d'ailleurs élus en Algérie venaient de la métropole, venaient se faire élire et ensuite faisaient carrière à Paris. Donc les Pieds Noirs avaient une telle confiance en la France que l'aspect politique, ils l'ont abandonné. Et pourtant, à mon avis, c'est à ce niveau-là que ça a péché. À ce niveau-là. On aurait pu réfléchir à par exemple, une adaptation des statuts juridiques, par exemple, qui était possible. Hein, il y avait tout un contexte où on a laissé faire la politique. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand les Pieds Noirs en ont pris conscience, c'était un peu trop tard. Comment expliquer que 60 ans après le rapatriement des Français d'Algérie, ce sujet soit toujours aussi vif? C'est très compliqué parce qu'il y a un tas de ramifications qu'il est difficile d'expliquer là dans un reportage. Ça mériterait. Il y a un tas d'idées qui viennent. D'abord, le gâchis, j'en ai déjà parlé, ça aurait pu se passer autrement. Les morts, n'oublions pas que de part et d'autre, il y a des morts, il y a eu le sang a coulé. C'est pas simple quand le sang a coulé de penser ses plaies. Donc il y a tout un. Et puis il y a un contexte aussi au niveau suprapolitique où on continue à véhiculer des fausses informations qui empêchent d'avancer. Moi j'estime que j'en ai assez des discours officiels de part et d'autre de la Méditerranée exactement. De part et d'autre. On ne peut pas avancer comme ça. Pourquoi est-ce si important ce travail de mémoire? Mais parce que justement il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait parce que je disais tout à l'heure, le premier souci de mon père et à mon avis de tous les Pieds Noirs, ça n'a pas été le côté mémoriel. Ça a été le côté, il faut s'intégrer économiquement. Il faut tout de suite refaire sa place. Et ça prend quelques années. Ça a pris une dizaine d'années. C'est-à-dire le temps d'une génération. Et le temps d'une génération a passé, c'est-à-dire que du coup, le travail de mémoire, quand les Pieds Noirs ont commencé à s'intéresser au travail de mémoire, il y avait déjà une génération de passé. Et cette génération est passée à autre chose. Et moi, je pense que c'est important. Il y a eu la génération, on va dire, du souvenir, celle qui a vécu. Et moi, je considère que je suis la génération de la mémoire. C'est un peu plus que le souvenir. Ce n'est pas la simple évocation, c'est la présentation de faits tels qu'à mon humble avis, ils devraient être présentés. C'est ça la mémoire. Et c'est de faire en sorte de rétablir les Pieds Noirs dans leur réalité sociologique et historique. Plutôt comme des victimes et non pas comme des bourreaux. En plus, c'était des victimes que des acteurs dans cette affaire-là. Et on voudrait les faire passer pour les acteurs. Donc c'est ça la mémoire, c'est important. Ça me paraît d'autant plus important si on veut avancer. Et je l'ai vu parce que j'ai aussi rencontré en Algérie des Algériennes et après l'indépendance, ils ne demandent que ça. Est-ce que vous avez une certaine fierté d'être rattaché à la terre d'Algérie? Ah oui, complètement. Moi, je
Je suis à la fois fier d'être pied noir, fier d'être provençal. En fait, je me sens méditerranéen. Je suis un Méditerranéen. Je ne devrais pas le dire plus qu'un Français, ça c'est pas bien, mais moi je me sens méditerranéen. Je suis partout chez moi en Méditerranée. C'est assez curieux, je n'ai pas fait tous les pays méditerranéens, mais j'ai quand même beaucoup voyagé en Méditerranée, pas que l'Algérie, mais j'ai fait partie, que ce soit la rive nord ou la rive sud d'ailleurs. C'est assez curieux, je me suis toujours senti chez moi. Même quand je ne parlais pas la langue, on arrivait à se comprendre. Et là où l'endroit où je me sens presque le plus chez moi, hormis ici, c'est l'Italie. Et en plus en Italie, on me prend souvent pour un Italien. Et j'en prends une grande fierté. J'en prends une grande fierté. C'est ça, je me sens méditerranéen, profondément méditerranéen, profondément attaché à cette culture et profondément aussi attaché à cette culture provençale qui est aussi une culture méditerranéenne.